Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Bienvenue à cette nouvelle édition du Management Café. Il me semble que c'est la 4e édition qui se fait en ligne. On espère toujours pouvoir repasser à une édition en chair et en os dès que possible, dès que l'épidémie nous en laissera la possibilité. Mais en tout cas, je vous remercie toutes et tous de vous être joints et jointes à nous ce soir. Certains d'entre vous peuvent ne pas connaître le principe des management cafés. Management café, qu'est-ce que c'est? C'est l'application à la gestion, au management, et à la vie des affaires du principe des cafés philo. Ça veut dire que le principe des management cafés n'est pas de proposer un exposé, n'est pas de donner une information ex cathedra, mais d'encourager le dialogue entre les participants autour de l'expérience de chercheurs et chercheuses et de praticiens et praticiennes. Alors, comment est-ce qu'on est venu à cette idée-là? C'est une idée qu'on a eue au sein du CEBRIG, le centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion, qui est un centre de recherche qui dépend de la faculté Solvay, qui est une faculté de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Eh bien, on s'est dit que au sein du centre, il y avait beaucoup de chercheuses et de chercheurs qui travaillaient sur des sujets qui les passionnaient manifestement parce qu'ils y consacrent beaucoup de temps. Ces sujets, objectivement, si on les présente, c'est des sujets qui sont passionnants. Mais malheureusement, lorsqu'on est chercheuse ou chercheur, on a peu l'occasion de présenter ces travaux en dehors d'un cercle, somme toute restreint, de collègues chercheuses et chercheurs, éventuellement d'étudiants. Ça va rarement au-delà. Et donc, de cette frustration est née l'idée de créer un événement qui nous permettrait de diffuser, de faire partager les travaux des membres du CEBRIG à un public plus large. Comme la spécialité du CEBRIG est la gestion, on s'est dit qu'il y avait un ajustement à apporter au principe des cafés philo, qui est de faire appel à des praticiens. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des management cafés. Une chercheuse ou un chercheur, une praticienne ou un praticien, un public. On encourage les interactions autour d'un sujet d'intérêt général, mais qui a trait directement aux travaux d'un de nos membres ou d'une de nos membres. Voilà. Alors, je dois dire que les management cafés n'existeraient pas si l'ULB n'existait pas, évidemment, puisque nous dépendons d'une faculté de l'ULB. Les management cafés n'existeraient pas non plus sans le soutien de la Fondation Bernheim. La Fondation Bernheim qui soutient le CEBRIG de façon structurelle tout au long de l'année, mais aussi ponctuellement dans l'organisation des management cafés. C'est grâce au soutien financier de la Fondation Bernheim que nous pouvions organiser des événements en public, que nous pouvons toujours en assurer la diffusion. Donc, merci beaucoup à la Fondation Bernheim. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est la Fondation Bernheim, c'est une des plus grandes fondations en Belgique. Elle a été créée par un entrepreneur qui était visionnaire, qui avait une vision non seulement des affaires, mais également de la société, qui était un entrepreneur visionnaire et qui a souhaité encourager la recherche en gestion. C'est comme ça qu'il a créé le centre Émile Bernheim, qui est maintenant devenu le centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion, et qu'il a par la suite créé la Fondation pour perpétuer son œuvre, et la Fondation continue de nous assurer un soutien à la fois structurel et ponctuel lors des management cafés. Voilà, alors ça c'était le cadre général des management cafés. Je vais maintenant présenter le thème d'aujourd'hui. Peut-on apprendre de ses erreurs, n'est-ce pas? Alors c'est probablement une question que beaucoup d'entre nous se sont posées. En préparant le café, je me suis dit que je pouvais aller chercher des erreurs célèbres dont leurs auteurs avaient pu regretter l'existence, mais qui les avaient peut-être amenés à réfléchir par la suite et à s'améliorer. Alors, pour donner quelques exemples célèbres,
Walt Disney a été renvoyé par son employeur précédent avant de créer sa propre entreprise parce qu'il manquait de créativité. Hein, c'était le motif de licenciement de Walt Disney. Une autre erreur célèbre, c'est celle qui a été commise par 12 éditeurs qui ont rejeté le manuscrit de Harry Potter lorsque J.K. Rowling essayait de publier son ouvrage. Et puis, ma préférée, si on met de côté les bêtises de Cambrai, ou la tarte tatin, qui serait née d'une erreur pâtissière, eh bien, c'est l'erreur qui a été commise par différents labels musicaux qui ont rejeté les Beatles avant que finalement, je crois que c'était London Records qui a accepté de les signer. Voilà, donc quelqu'un qui est peut-être encore en vie doit être encore ou a longtemps regretté de ne pas avoir accepté de signer les Beatles et de passer à côté du groupe peut-être le plus influent de la pop musique des 50 dernières années. Voilà. Alors, j'espère que les auteurs de toutes ces erreurs ont eu l'occasion d'apprendre de leurs erreurs. Pour nous permettre de déterminer si c'est possible ou pas, nous avons ce soir 2 invités. Alors, je vais commencer par Éric Pelletier, qui est Management Director of SIAR. Alors, SIAR, c'est un acronyme qui signifie Strategic Implementation of Assets and Resources Institute. Et Éric Pelletier a mené sa carrière globalement dans le conseil en stratégie. Et lorsqu'on préparait il y a quelques instants le café, il m'a dit qu'il avait eu l'occasion d'observer beaucoup d'erreurs. Donc j'imagine qu'il aura des anecdotes à nous raconter, des conseils à nous donner. Et puis pour donner le contrepoint scientifique de l'expérience d'Éric Pelletier, ce soir avec nous avons Irène Ingardi, qui est avec nous. Et Irène Ingardi est doctorante au CEBRIG. Elle rédige sa thèse sur la gestion de l'erreur, précisément, et elle a une autre particularité qui la rapproche de l'erreur, enfin du thème de ce soir, qui n'est pas d'avoir commis spécialement d'erreur dans sa vie, mais d'avoir organisé les Fuck Up Nights, dont elle aura l'occasion de nous parler, et qui était un événement au cours duquel les participants venaient raconter leurs propres erreurs et ce qu'ils et elle en avait retiré. Voilà, j'ai parlé très longtemps, non seulement très vite, mais très longtemps. Donc, il est temps pour moi de passer la parole à nos invités. Je propose de commencer par Éric Pelletier, qui nous fait l'amitié de se joindre à nous ce soir. Bonjour, merci de m'avoir invité. La raison pour laquelle le sujet m'intéresse, c'est, donc comme vous l'avez mentionné, je fais l'essentiel de ma carrière dans la stratégie et dans l'investissement. J'ai fait beaucoup d'années chez Bain, qui était un des deux cabinets qui était focalisé sur la stratégie analytique, c'est-à-dire l'utilisation de données pour en déduire des stratégies. Mouvement qui avait été entamé par BCG, Boston Consulting Group, et qui progressivement a gagné le reste des cabinets. Le point derrière ça était de ce qu'on apprenait chez Bain, qui était important, c'était qu'il existe des processus analytiques pour faire de la stratégie, et donc il y a des principes derrière ça, que quand on s'écarte des principes, on se plante. Ça, c'était le premier enseignement. Et je vais prendre un exemple clair de ça. C'est vous connaissez sans doute le concept de business definition. Donc, business definition, c'est dans quel univers concurrentiel on opère. Et quand on combine ça à la courbe d'expérience, on sait qu'il faut avoir une position de leader et éventuellement, faut vraisemblablement être numéro 1. Bon, mais il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur cette définition. L'exemple standard qui est donné, c'était une époque où un groupe a commencé à se dire on est dans le voyage. En fait, à l'origine, c'était une compagnie aérienne, c'était United. Et puis, ils se sont dit on va offrir un service complet à nos clients.
Et donc, ils ont racheté Hilton pour les hôtels, ils ont acheté Hertz pour les voitures de location et se sont dit on fournit un service intégré. Bon. Et donc, notre business definition, c'est on est dans le voyage. Sauf que ce business n'existe pas. Et pourquoi c'était une erreur? C'était une erreur parce qu'il y avait une incompréhension fondamentale des drivers des différents business. Et quand vous êtes dans l'hôtellerie, quand vous êtes dans les voitures de location, quand vous êtes dans les compagnies aériennes, ça n'a rien à voir. Même si vous partagez des clients, ça n'a aucun sens. On est tous clients d'un opérateur de téléphone, on est tous clients d'un fournisseur d'électricité. La plupart d'entre nous sont des clients de vêtements. C'est pas parce qu'on va chez Zara qu'on va chez Proximus, même si c'est la même liste de clients, ça n'a rien à voir. Bon. Donc ça, c'était le principe des erreurs structurelles. Et puis la deuxième chose qui était encore plus novateur à l'époque, c'était la notion d'implémentation. Et la notion d'implémentation, c'est de dire une fois que j'ai une stratégie, je la mets en œuvre. Et en fait, on s'est rendu compte progressivement, plus on travaillait sur le sujet, qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites, qui sont ce qu'on peut appeler des erreurs de protocole. C'est-à-dire que les gens savent ce qu'ils doivent faire et pour une raison ou une autre ne le font pas. Et dans 90% des cas, ils ne le font pas à tort, ou dans 95% des cas, quand il y a un protocole, il y a une bonne raison de le suivre. Il y a bien sûr des cas où il ne faut pas, où il faut laisser jouer son libre arbitre, mais dans 95% des cas, il faut respecter le protocole. Et en fait, après ça, et là, ça rejoint ce que Irénée fait, c'était la compréhension que beaucoup des erreurs de non-respect liées au non-respect de protocole sont liées au biais cognitif, c'est-à-dire que où on a tendance à vouloir valider ce qu'on pense ou ce qu'on sait, où on a tendance à répéter des gestes, même si ces gestes sont faux. Donc, pour moi, le sujet est passionnant parce qu'en fait, il y a des erreurs qui sont positives parce qu'elles permettent d'apprendre et parce qu'elles permettent d'innover. Il y en a très peu. Et la plupart des autres erreurs sont pas bien et sont très souvent liées à des non suivis de procédures et de protocoles. Et enfin, il faut jamais minimiser la bêtise humaine, qui est en général la première explication de quelque chose qui va mal. Irénée? Voilà. Irène. Sur cette note positive slash réaliste, peut-être tu veux dire. En fait, j'ai peut-être fait ma première erreur, je ne sais pas si ça fait partie de la bêtise humaine, mais j'ai préparé quand même une petite présentation. Elle est assez, attendez, elle est assez à base d'images et du coup, elle ne devrait pas vous embêter trop. Attendez, je vais arriver à la partager. Hop, ici. Ok, pardon. Et... Voilà, j'ai réussi. Est-ce que vous voyez? Ça vient, oui, c'est là. Oui. Donc, comme je vous disais, je fais la bêtise de préparer une présentation, mais je vais être très courte et en fait un peu, bien sûr, je voulais réfléchir sur quelques points déjà touchés par Eric, mais en soi, même du point de vue de la recherche, on reconnaît qu'en fait les erreurs sont omniprésentes. Peut-être ils ne sont pas toujours aussi donnés à la bêtise humaine, mais aussi à la complexité. Du coup, même dans des industries en fait considérées super fiables, comme pour la plupart des gens, comme des compagnies aériennes ou les hôpitaux, en fait, il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Par exemple, les pilotes font plusieurs erreurs par heure de vol. Et il y a eu plusieurs études sur les erreurs du point de vue les erreurs médicaux. Mais on sait qu'il y a, même aux États-Unis, il y a des chirurgiens qui opèrent la mauvaise personne ou même la mauvaise région du corps environ 40 fois par semaine. Du coup, voilà, ils sont vraiment partout.
du point de vue de la recherche, on est parti en fait de l'idée qu'il n'y a aucune entreprise qui peut être erreur-free, peu importe les types de prévention que tu peux mettre en place. Et qu'en fait, la différence peut être faite de comment tu gères l'erreur. Du coup, tu sais que ça va se passer. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Du coup, comment tu vas traiter les erreurs et surtout comment tu vas discuter les erreurs au sein de l'entreprise. Et un peu, c'était les titres de la session qu'on vous a proposé. En fait, c'est intéressant de différencier en fait, les erreurs de l'échec. Du coup, gérer une erreur avant qu'il devienne un échec, c'est-à-dire avant que les pieds de ce patient soient remis en place à l'inverse, par exemple. Du coup, souvent, on a l'idée, il faut apprendre de l'échec, mais les titres, c'était plutôt est-ce que c'est possible d'apprendre avant que ce soit trop tard, du coup, avant que les conséquences des erreurs soient trop dures ou trop difficiles à réparer. Du coup, c'était un peu ça la question qui peut encore résonner en fait entre vous. Et si vous avez déjà des idées sur comment les faire, je vais vous donner quelques pistes. Tout d'abord, en fait, il y a plusieurs obstacles qui empêchent l'apprentissage des erreurs avant du mur, en fait, de se prendre au mur. Tout d'abord, il y a des obstacles à niveau individuel. Du coup, faire une erreur, en fait, signifie que ce qu'on est en train de faire disconfirme nos attentes, ou en tout cas qu'il y ait des résultats en fait qui ne sont pas dans la norme. Et cela en fait provoque plusieurs émotions négatives. En général, ça provoque du stress, plus de fatigue, et ce qui mène à faire encore plus d'erreurs. Du coup, au niveau d'individus, on a déjà toutes ces émotions négatives qui sont en place et qui ne sont pas vraiment la meilleure des situations pour pouvoir apprendre. Aussi, bien sûr, nous avons du mal à reconnaître les erreurs. En fait, souvent, on ne s'en aperçoit pas. Du coup, c'est impossible de pouvoir réagir si on ne connaît pas les problèmes, si on ne les reconnaît pas. Et au-delà, bien sûr, de notre difficulté à avoir une expérience objective des faits, on a bien sûr plein de biais cognitifs. L'un des plus connus, bien sûr, c'est les biais de confirmation, et qui consiste en effet à chercher toujours les informations qui confirment nos attentes et nos idées préconçues, à la place de voir en fait ceux qui ne les confirment pas. Et c'est clair que cela est un souci, car au moment de l'erreur, il faut regarder en effet tout ce qui ne confirme pas pour pouvoir s'en apercevoir. Et c'est quelque chose, quand on n'a pas les yeux là-dessus, c'est très difficile de les voir. Aussi, il y a des obstacles au niveau de l'équipe. Bien sûr, la pensée des groupes, la manque de sécurité psychologique qui nous mène, par exemple, à prendre des décisions en groupe qui sont réputées irrationnelles. Ou aussi, bien sûr, la peur du management de perdre le contrôle sur le personnel. Et du coup, du moment où on dit c'est possible de discuter des erreurs, d'admettre des erreurs, que cela est conséquences négatives au niveau de performance et des responsabilités des personnes. Du coup, tout le monde fait n'importe quoi. Aussi, il y a des obstacles au niveau de l'organisation. Il y a des bruits, mais c'est pas grave. Bon, bref. L'organisation, plus généralement, en fait, il y a bien sûr une complexité à voir les soucis. Du coup, comme dans la première image sur la gauche, ce serait chouette d'ailleurs d'avoir cette machine qui s'allume un rouge quand il y a des soucis. En fait, on peut voir les soucis et on peut les indiquer avec les doigts. C'est un peu plus difficile que cela. Et bien sûr, il y a plein de systèmes qui sont mis en place pour que ces points soient identifiables, mais il y a une complexité des bases qui fait que c'est un travail très difficile.
aussi, il y a une culture d'organisation. Il faut avoir, souvent, il y a une culture d'organisation qui ne priorise pas l'apprentissage, mais plutôt la réussite d'un plan préfixé. Et cela veut dire que les erreurs, en fait, ne sont pas les bienvenues, ni quelque chose qu'on est en train de rechercher dans l'entreprise, mais plutôt on cherche encore une fois, à niveau de l'entreprise, de trouver des confirmations de nos attentes. Donc voilà, il y a tous ces obstacles dont je vous ai parlé, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec les erreurs à ces moments-ci? En fait, je vous invite, je ne suis pas sûre que vous puissiez cliquer sur la plateforme. Normalement, oui, mais l'idée, c'est que vous ayez dans ce lien que je vous ai partagé et que vous répondiez un peu à ces différentes questions, du coup, différentes possibilités. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Et est-ce que c'est bon, en fait, vous y arrivez? Si quelqu'un a des difficultés, n'hésitez pas. Alors, cliquez dessus, j'y arrive pas. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est par exemple, c'est En allant sur WooClap, a priori, ça devrait marcher, non? Oui, oui, tout à fait. Irène, vous pouvez peut-être envoyer le lien dans le chat. Lien, oui, tout à fait. Ouais. Je vais juste remettre... Celle-là. Dans le chat. C'est incroyable. J'ai maintenant plus d'habitude avec Teams. Du coup, je suis presque perdue dans le... Il n'y a pas de questions lancées pour l'instant, mais j'y suis manifestement. Non, normalement, on devrait être... Attendez, hop. Ah, ça vient. Là, c'est bon. C'est là, je laisse. Pour moi, ça marche. Oui, j'essayais en fait de poster dans les chats. Ah, voilà, le chat, il est là. Pardon, je suis arrivée. Et voilà, je vais aussi partager. Parfait, parfait. Ok. Voilà. Et là, normalement, vous voyez aussi on a une réponse. Trois. On est 6 au total, on a combien? 9. C'est pas facile, hein, vos questions. Il y a, en fait, on peut choisir plusieurs réponses. Ouais. Mais... Bon, j'ai mis dans la crise plus totale plus que 5 personnes. Non, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui travaille dessus ou ils n'ont pas réussi à trouver les liens? Disons que pour que les choses se passent de façon vivante, on peut peut-être... Oui, on va les faire. À moins que quelqu'un ne se manifeste. Non, c'est bon. J'étais juste curieuse de voir vos réponses ou la question qui allait être la réponse qui allait être la plus populaire.
En soi, en fait, c'était plutôt un exercice à faire chacun parce qu'il n'y avait pas forcément des réponses erronées là-dessus. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, d'ailleurs, a déjà envie de rebondir. Comme ça, on peut ouvrir la discussion si vous avez déjà quelques remarques. Enfin, s'il n'y en a pas, en tout cas, je peux terminer ce que je vais préparer. Hop, Et en fait, tous, par exemple, partager les erreurs intéressantes, qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, une erreur intéressante? Est-ce qu'il faut faire une différence entre les erreurs que je suis prêt à gérer, ceux qui ne sont pas admissibles? En fait, il y a aussi une dimension, et celle-là est plutôt une hypothèse qui a déjà été faite dans les recherches, qu'il y ait bien sûr des causes différentes de l'échec, beaucoup des erreurs différentes qui ont mené à un échec, et qu'il y en ait qui sont, comme un peu Eric disait, qui sont liées à la bêtise et en fait, à une erreur qui ne devrait pas être répétée car il fallait juste suivre un protocole. Et il y a des erreurs, bien sûr, qui sont de l'autre côté inévitables et sont en quelque manière, il faut les rechercher car liées à l'innovation et à l'exploration bien sûr de quelque chose de méconnu. Et donc, bien sûr, l'idée aussi d'avoir plusieurs modalités en fait de rapport à l'échec et à l'erreur est très intéressant et souvent en fait pas forcément pris en considération, donner surtout les sentiments négatifs qui sont normalement donnés au mot échec et erreur. Aussi, une dernière chose, peut-être pour rebondir avec Eric, c'est que c'est vrai que on a l'impression, en fait, il y a eu, maintenant je ne sais plus te citer en fait les pourcentages, il y a eu une recherche un peu pour voir quel pourcentage de blame-worthy et praise-worthy failure. Et en fait, souvent les gens estiment bien plus de blame-worthy que ce qu'il en a en effet dans l'entreprise. Du coup, on a aussi ces biais par rapport à ce qu'on doit blâmer, à l'inattention et au manque de compétences des collègues, et que plus des choses sont liées en effet à la capacité, à la complexité. Et du coup, voilà, je voulais peut-être clôturer avec cela. Oui, parce que pour enchaîner là-dessus, moi, il y a un très bon exemple. C'est ce qui se passe en Formule 1. Donc, il y a un patron d'écurie, Ron Dennis, qui était à une époque le patron de McLaren, qui est la deuxième équipe ou la troisième équipe la plus successful en Formule 1. Et c'est un obsédé du protocole. C'est un maniaque. Pour donner un exemple de sa maniaquerie, c'est le premier qui a arrivé dans les stands avec des plaques de marbre. Et il posait les plaques de marbre par terre et les gens trouvaient ça un peu snob. Et en fait, c'est simplement parce qu'il voulait avoir des alignements au laser qui puissent être parfaits en termes de calibrage. Et donc, c'est vraiment un obsédé du protocole maniaque. Et dans le même temps, il passait son temps à dire qu'une voiture qui ne casse jamais est une voiture qui ne va pas assez vite. Et donc, c'est tout le point des exploratory testing. C'est qu'un système qui génère pas d'erreur n'est pas un système qui est efficace. C'est un système qui n'a pas été testé jusqu'au bout. Et c'est quelque chose qui s'est vu aussi dans l'aéronautique, où on voit que maintenant, quand on essaye un nouvel appareil, donc quand les Boeing ou Airbus ou les autres essayent un nouvel appareil, ils sont très fiers du fait qu'ils sont capables de faire un premier vol et qu'il n'y a pas d'incident et que la certification se passe très bien. Oui. Or, si on voit ce qui est arrivé sur le 737 MAX, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont eu leur certification. Ils n'ont eu aucun problème pendant les essais. Et moyennant quoi, ils ont eu des problèmes en vol et ils ont perdu plusieurs appareils à cause de problèmes techniques qui auraient pu être décelés, qui n'ont pas été décelés. Parce que justement, il y a une telle peur, une telle crainte de faire une erreur dans le système que les gens essayent de se brider.
Oui, et c'est aussi en fait dans le contexte de l'innovation, il y a plusieurs cas aussi où des tests sont faits pour pas pour trouver des erreurs, mais pour encore une fois confirmer. Du coup, l'idée, c'est en effet, surtout dans une phase exploratoire, c'est de trouver toutes les manières dans lesquelles une idée peut échouer en soi. C'est ça ce qui devrait être cherché à la place de chercher en fait si l'idée fonctionne. Donc, ça fait partie aussi des choses. Il y avait un fameux test sur un réseau d'Internet qui avait complètement foiré, complètement réussi un test, mais qui a foiré complètement dans les testings à échelle. Et la cause était en effet la peur de l'échec qui était mise à l'avance dans un contexte qui était erroné. Oui, c'est juste pour terminer peut-être le partage. Après, on va retourner avec peut-être modalité à fenêtre avec les vidéos. Voilà, je voulais juste dire en effet qu'on a un peu embrouillé dans nos propres erreurs et en quelque manière dans nos défauts. Et que de temps en temps, en effet, il y en a qu'il faut en effet mettre under the carpet et dans d'autres parties, il y en a plusieurs qu'il faudrait aussi en quelque manière mettre sur nous ou les accepter et que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître en tout cas et il faut y travailler. Donc, c'est un peu une invitation, on va dire, un peu plus personnelle avec laquelle j'avais envie de conclure. Et voilà, je vais arrêter de partager ma présentation. Conclure, c'est un bien grand mot. Est-ce que dans le public, on a des questions? J'imagine que parmi les gens qui sont avec nous, il y a plein de gens qui ont fait des erreurs, qui ont eu une idée sur la question, qui se disent qu'ils devraient peut-être en faire davantage ou peut-être en faire moins. Pendant que je vous entendais, je me suis rappelé que au moment où la Belgique était en train de négocier le F-35, je m'étais renseigné sur ce que c'était que cet avion et j'avais comparé la page Wikipédia du F-35 en français et en anglais. Et manifestement, on voyait qu'il y avait dans les deux langues des entreprises avec des objectifs, qui concouraient pour saisir le marché de la Belgique. Parce que si on prend la page F-35 en anglais, ça va très très bien, c'est un avion extraordinaire. Et si on regarde la page Wikipédia en français, en fait, on a affaire à une succession d'incidents en vol. Et alors, en écoutant Eric Pelletier, je me disais qu'en fait, peut-être que la page française rendait service c'est Norton qui produit le F-35. Elle rend service à Dassault. Mais... moi, si on suit essaye de vendre son Rafale. Bien, si on suit votre raisonnement, l'idée, c'est d'avoir poussé Rafale. Évidemment, ça c'est. Mais malgré tout, en soulignant toutes les erreurs qui ont été faites, on peut imaginer qu'indirectement, sans s'en rendre compte, ils rendent service à leurs concurrents en montrant qu'après tout, ces erreurs ont été commises et donc traitées. C'est un peu la conséquence de ce que vous disiez au sujet de McLaren, en disant qu'une voiture qui n'a pas de pépins, c'est une voiture qui n'a pas été poussée. Mais manifestement, en essayant de défendre le Rafale, Dassault montrait qu'au moins le F-35 avait été poussé. Non, parce que si on prend l'exemple spécifique du F-35, il y a une erreur stratégique fondamentale à la base. C'est que c'est un avion qui est supposé 5e génération multirôle. Et cette notion de multirôle, ça veut dire que c'est un avion qui devait être capable de décoller presque à la verticale sur un porte-avions, d'être intercepteur pour des forces aériennes, etc., etc. Et en fait, quand on fait la liste de tous les attributs qu'on demandait à l'avion, c'était pratiquement impossible. Donc ça, c'est l'erreur stratégique fondamentale. Ça, c'est une erreur qui est pas... quand je parle de bêtises humaines, ça, c'est vraiment un bon exemple. C'est on essaye de faire quelque chose qui est de toute façon impossible. Et puis après,
quand on analyse plus précisément, il y a tout le processus de procurement de l'armée américaine où il y a plein de gens qui étaient capables qui avaient le pouvoir de dire je voudrais qu'ils fassent ça aussi, et puis je voudrais ça, et puis je voudrais ça. Donc le coût de l'avion a explosé, je crois qu'ils sont à plus de 100 millions de dollars l'appareil. Et puis après, ils ont fait venir des partenaires étrangers qui chacun avait leurs spécifications aussi. Et donc cette erreur-là fondamentale, c'est que justement, il n'y avait pas de protocole dans le procurement. Il n'y avait pas un accord a priori sur voilà la procédure qu'on va suivre, et on s'écarte de la procédure simplement dans le cas exceptionnel. Donc, il y a eu des erreurs des développeurs du F-35. Est-ce qu'il y en a eu du côté de la Belgique ou est-ce qu'il y en a eu aussi du côté de Dassault, parce que le Rafale n'est pas exactement un succès commercial pour l'instant? Pour l'instant. Non, mais tout le monde fait des erreurs à son niveau. L'erreur de Dassault, c'est de penser qu'ils peuvent vendre leur avion si les coûts ne baissent pas suffisamment. Bon. Après, ça, c'est un élément de volonté politique. Mais Irénée, dans votre présentation, en fait, je trouve que vous avez une slide, un dessin qui est très, très bien, qui est le dernier, avec les fleurs, parce que ça capture bien ce qui se passe actuellement. Pour moi, il y a un phénomène actuel depuis une dizaine d'années où on avait compris collectivement, en tout cas dans le business, les gens avaient compris qu'on avait le droit de faire des erreurs et que c'était bien de faire des erreurs parce que ça prouve que tout n'était pas stabilisé, qu'on avait encore des choses à apprendre. Et puis progressivement, on est passé dans un monde d'apparente hyper-rationalité où on n'a plus le droit de faire des erreurs parce que le coût d'une erreur, on est plus capable aujourd'hui de le calculer et ce coût peut être prohibitif. Je pense qu'il y a alors, sur la notion de coût prohibitif, il y a un exemple là, qui vient de se débloquer hier, je crois. C'est le porte-conteneur dans le canal de Suez, qui, à la suite d'une erreur ou d'une série d'erreurs, s'est retrouvé en travers. Et dans le Daily Telegraph, ils ont fait le calcul et ça va coûter aux assurances, ça a coûté aux alentours de 6 millions de dollars par minute. J'avais entendu 6 milliards par jour, on est dans des ordres de grandeur qui se ressemblent. Voilà, c'est ça. Donc 6 millions de dollars la minute, donc quelqu'un va devoir payer à un moment. Donc le coût de l'erreur dans les systèmes actuels, et c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de discussions sur le sujet, c'est que on a construit des systèmes où il y a très peu de redondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si je reprends l'exemple de la Formule 1, une Formule 1 a des contraintes, à peu près vraies, d'être extrêmement légère. Donc, pour être légère, il ne faut pas qu'il y ait de redondance. C'est-à-dire que vous avez un système qui fait quelque chose, je ne vais pas en mettre deux au cas où le système casse. Bon. Cette notion de redondance, elle est au cœur de l'expérience humaine. Quand on parle, écoutez les gens parler, vous verrez qu'ils racontent plusieurs fois la même chose. L'exemple typique qu'on fait tous, c'est on raconte une histoire drôle, ou prétendument drôle, les gens rigolent, et on se sent obligé de la re-raconter immédiatement après. En fait, tout notre système de langage est créé autour de la redondance. Donc, c'est pour ça que vous regardez ce qu'on dit, on utilise beaucoup de mots. Je viens de le faire, beaucoup. Une fois, ça suffisait pour dire quelque chose. Donc, c'est parce qu'on sait que la redondance, c'est important pour éviter les erreurs. Les erreurs d'interprétation, les erreurs de communication. Mais le problème de la redondance, c'est que ça coûte très cher. La redondance dans les avions, ça explique le coût des avions, parce qu'en fait, tous les systèmes sont doublés ou triplés, parce que c'est plutôt une bonne chose. S'il y a un truc qui casse en vol, il y a quelque chose d'autre qui prendra le relais. Or, dans les entreprises aujourd'hui, et ça a été, c'est vraiment au cœur de mon expérience, et ce qu'on a fait dans le conseil en stratégie, c'est qu'on a viré la redondance. Donc, ça a commencé dans l'investissement où il y a une quarantaine d'années, quand les premiers raiders sont arrivés, se sont rendus compte que les entreprises, dans leur bilan, avaient plein d'actifs qui tournaient pas beaucoup, qui n'étaient pas très performants, et on a commencé à s'en débarrasser, etc., etc. Puis on est arrivé à des points aujourd'hui
d'optimisation des systèmes qui sont merveilleux, mais qui font que les systèmes sont incroyablement fragiles. Si vous regardez ce qui se passe dans ce qu'on appelle les catastrophic failures, c'est un système dans lequel il n'y a plus de redondance. Donc aujourd'hui, on est dans un univers où le coût de l'erreur est extravagant. Et puis, il y a une nouveauté, et ça, c'est depuis quelques années, c'est pour ça que je trouvais le dessin irénée à la fin de la presse était très bien, c'est le coût légal d'une erreur. On est passé dans des systèmes hyper judiciarisés, et donc les gens ont peur quand ils font une erreur, il y a des conséquences légales, il peut y avoir des conséquences pénales. Et si on analyse la crise du Covid à cette aune-là, on voit bien qu'un certain nombre de mesures sont prises, non pas pour des raisons médicales ou épidémiologiques, mais elles sont prises pour des raisons de gestion des implications légales. Est-ce que Vas-y, Sandra. Sorry. Vas-y. J'ai juste une question, parce que là, on a beaucoup parlé, sans dire plutôt du côté négatif de l'erreur. Moi, je me demande toujours, et je suis peut-être de nature optimiste et positif, est-ce que faire des erreurs, c'est pas aussi une source d'innovation? Où on dit, voilà, maintenant vous avez raconté l'histoire là, avec le Suez Canal, les gens sont en train de dire, OK, d'accord, qu'est-ce qu'on fait si ça va arriver encore une fois? Comment on peut se protéger et comment on peut innover? Parce que moi, je me dis toujours, ou moi-même, learning by failure makes you a better person. And now translated to, ou il faut le traduire peut-être dans le monde, l'économie. Qu'est-ce que les entreprises, ils ont sorti positivement d'avoir fait une erreur? Et j'ai encore une toute petite deuxième question. Faire des erreurs, c'est pour moi aussi culturel. Par exemple, si on prend maintenant notre culture ici en Europe, faire des erreurs, c'est négatif. Aux États-Unis, c'est learning by c'est trial and error. Hein? C'est vraiment des gens qui ont fait des erreurs, ce sont presque des héros. Ce sont presque ceux qu'on prend comme idéal, comme idole, parce que c'est eux qui peuvent vraiment parler de quelque chose où ils ont appris quelque chose. Voilà, mes deux commentaires. Irène Ignardi. C'est légitime, parce qu'on apprend, l'essentiel de l'apprentissage, c'est par les erreurs. C'est un gamin qui apprend à marcher, il passe plus de temps à tomber au début qu'à marcher, et puis il apprend progressivement, puis il se met à courir, ou elle se met à courir, et puis il fait des essais, il essaye de sauter. Enfin, bon. Donc le processus fondamental d'apprentissage, c'est quand même l'erreur. On teste, on regarde ce qui marche, on regarde ce qui ne marche pas. Donc de toute façon, il faut faire des erreurs, et c'est ça je pense, un des problèmes actuels importants, c'est que comme on a de moins en moins de tolérance à l'erreur, ça devient, on apprend beaucoup moins. Et la preuve de ça, si vous combinez ça avec la notion de redondance, quand vous êtes un business qui est installé, un business installé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est sur la courbe d'expérience, il est en bas de la courbe. Donc, il y a déjà eu plein d'expériences accumulées. Et l'expérience, c'est quoi? C'est l'agrégation des erreurs corrigées. Ces business-là, en fait, on le voit en permanence, sont très peu capables d'apprendre. Pourquoi? Parce que toute la focalisation de ces entreprises, donc quand vous êtes en bas de la courbe d'expérience, c'est d'optimiser. Donc, vous optimisez vos coûts, vous optimisez vos processus, vous diminuez les redondances. Donc, vous créez des systèmes très fragiles. Et il se passe deux choses. Un, c'est des systèmes qui peuvent casser hyper facilement. Vous regardez le canal de Suez, tous les protocoles sont parfaitement optimisés pour faire passer une quantité incroyable de bateaux, mais s'il y a un bateau qui se met en travers, tout est bloqué et ils n'ont rien pour le faire. Puis la deuxième chose qui est plus intéressante, c'est que quand vous n'avez pas cette capacité d'apprentissage, vous ratez le cycle suivant. Et si vous regardez en technologie, la plupart des boîtes de tech, elles font un cycle, elles font deux cycles, mais elles ne vont pas au-delà. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu capacité d'apprentissage. Et là, après ça, effectivement, il y a la comparaison entre
l'Europe et les États-Unis, où il y a plus de tolérance aux États-Unis pour apprendre, mais ça reste dans d'autres environnements. Et en Europe, il ne semble pas y avoir grand-chose. Alors, oui, Irène? Oui, bah, tout à fait. Il y a plusieurs. C'est plutôt une question sur l'innovation et les rapports avec l'erreur et l'apprentissage. C'est clair que, comme Eric vient de le dire, l'être humain est fait d'erreurs, en fait. Du coup, on a tout appris par l'erreur. Et est-ce qu'on a innové? Bah, il faut voir combien le pourcentage de réussite et échec, il est souvent du côté de l'échec. Et c'est les cas, par exemple, de la plupart, en effet, des startups, même juste dans la région bruxelloise, les 85% des startups échouent. Du coup, ils ne vont pas au-delà de 3 ans, par exemple. Et c'est, en effet, ça fait partie de l'entreprise, en fait. Du coup, c'est en même temps, ce que Sandra dit, c'est clair que, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, c'est clair que la réglementation et les types de culture autour de l'échec peut complètement changer. Par exemple, en Italie, jusqu'aux années 80, on perdait les droits des votes si on faisait faillite, bien sûr, avec certains aggravants, mais c'était carrément stigmatisé à ce point-là. Et bien sûr, avoir une ligne de crédit une fois avoir échoué était très difficile. Les choses ont bien sûr évolué et c'est clair que l'entrepreneuriat, on peut voir cela. Ce que dit Eric aussi sur le fait que c'est difficile de passer les 2 cycles et qu'après 2 cycles, on n'apprend plus, c'est clair que c'est à voir aussi avec une question d'échelle d'une organisation, du coup de l'esprit, bien sûr, dans lequel quelque chose est fait, mais aussi comment on grandit, en fait. Du coup, c'est clair que c'est plus difficile une fois en fait qu'on doit récupérer l'investissement qu'on a fait au tout début, on essaye tout simplement peut-être de continuer à faire la même chose pour voir que ça marche. Et là, je suis juste en train de dire, je n'ai pas des données tout de suite à vous citer, mais souvent c'est qu'en effet, on est dans une période après la première période d'expérimentation où on essaie de se calibrer sur un marché et que ça prend d'autres types de compétences en fait et d'autres types de priorités. Et c'est là, ça fait partie en effet aussi de la gestion bien sûr d'une organisation et c'est souvent très triste de pouvoir plus apprendre et c'est quelque chose qu'on fait surtout, je pense, Amy Edmondson qui est une des chercheuses que j'ai citées plusieurs fois aussi dans cette présentation. Elle a regardé plutôt l'innovation et le rapport aussi à la peur de l'échec en soi comme quelque chose de très important au niveau de l'équipe. Et en fait, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles des équipes sont plus performantes et apprennent le plus, c'est en effet la sécurité psychologique, du coup la capacité d'une équipe de pouvoir speak up, du coup, de pouvoir parler des choses qui ne vont pas bien et d'avoir des discussions difficiles, d'où un peu la dernière option du vocab. Donc, c'est vraiment aussi à niveau des équipes et des dynamiques d'équipe et de la manière dans laquelle on parle qu'une différence peut être faite. Après, certainement, c'est là, ça fait partie aussi de la culture d'un pays, d'une organisation. Mais ça fait partie aussi de la volonté, en fait, et du temps pour réfléchir aussi qui est donné à une équipe. Quand on est fatigué, quand on est sous pression et quand on est stressé, c'est difficile de se mettre en question et on essaye plutôt de garder les peu de choses qui nous font rester à float. C'est aussi un endroit où on peut utiliser. Donc, j'imagine vous êtes familier de la matrice BCG. Donc, la matrice BCG, en fait, fondamentalement, c'est une matrice qui corrèle le taux de croissance d'un business avec sa consommation en cash. Bon.
Et donc, il y a d'un côté les stars en haut de la matrice, en haut à droite, qui sont les business à forte croissance, forte consommation de cash. Et en bas, il y a les cash cows, qui sont des business stables et qui doivent générer du cash. Mais en fait, ça vous donne également une grille d'analyse pour les erreurs. Parce qu'en fait, une cash cow, c'est un business qui normalement doit être un business de protocole. Donc, il faut suivre le protocole. Donc, il ne doit pas y avoir d'erreur. Donc, c'est gérer un call center, c'est pas acceptable qu'il y ait des erreurs. Peu importe la raison. Il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison fondamentale qui permette de légitimer une erreur dans un call center. À l'inverse, quand vous développez une nouvelle technologie ou Elon Musk essaye de faire SpaceX, si 4 fois sa fusée explose, 4 fois la fusée explose parce qu'ils apprennent quelque chose, que leur business il est en pleine croissance, il est en pleine innovation, il est en pleine découverte. Donc le point d'Irénée sur la compétence, enfin les compétences qui sont requises sont très liées au niveau de maturité du business et ça a un impact sur la tolérance ou non à l'erreur. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question, intervenir, faire part de son expérience dans le public. Si ce n'est pas le cas, une question me démange depuis le début de la présentation. Je me demandais comment vous définissiez une erreur, parce que pour pouvoir apprendre de ces erreurs, faut déjà peut-être savoir ce que c'est. Et est-ce qu'on est toujours d'accord sur ce que c'est qu'une erreur? Je vais laisser Eric parler d'abord, car moi, je suis trop... j'ai lu trop de définitions. Peut-être lui, il en a lu un peu moins. Ça vient plus de son expérience. Ouais, j'ai pas lu des définitions formelles, mais pour moi, il y a dans les erreurs, il y a des erreurs fondamentales qui mènent à des échecs. On essaye quelque chose et ça marche pas. Pour moi, ça pose aucun problème, sauf si c'est stupide. Bon, mais la stupidité fait partie de l'expérience humaine. Je suis désolé d'y revenir. Bon. Ça, c'est des erreurs positives. C'est des erreurs que font un gamin, une gamine quand ils apprennent à marcher. J'ai essayé de sauter cette marche, mais j'ai pas pris assez d'élan, je me vautre. Bon, mais c'est positif. Normalement, on a appris quelque chose. Après ça, il y a toutes les erreurs qui sont liées au fait de mal comprendre son environnement. Donc ça, c'est des erreurs de perception. Ça, c'est des erreurs qui peuvent être corrigées, mais c'est des erreurs qui sont graves. C'est des erreurs de formation. Et puis, il y a toutes les erreurs liées au non-respect de protocoles. Et c'est pour ça que je pense que les pays germaniques s'en tirent mieux, comme ils sont dans la notion d'impératif kantien. On obéit à la règle. On conteste pas la règle, on obéit à la règle. Bon, et la réalité, c'est que la plupart des règles sont bien faites et ça marche et ça leur permet d'être beaucoup plus efficaces. Donc pour moi, c'est ça la typologie des erreurs. Donc effectivement, au tout début, il faut passer beaucoup de temps à faire le tri, de savoir ce qui est une erreur positive et ce qui est une erreur négative et ce qui est une erreur inacceptable. Irène, peut-être? Oui, tout à fait. Il y a je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire une différence entre les différentes sources de l'erreur et ce qui est acceptable et ce qui est même souhaitable, en quelque manière de faire des erreurs dans quelques contextes et dans d'autres où il faut les prévenir. Du coup, il y a un peu l'idée que voilà, faire un monde avec que des règles n'est pas non plus la réponse à la complexité, c'est-à-dire que une fois qu'une règle a été faite, souvent il y a une manière d'y aller au détour et la créativité en général, bon, bref, c'est lié à la complexité. Mais pour revenir là, j'étais en train juste de rebondir sur ce qu'Eric venait de dire, pour retourner à la question plus comment elle a été conceptualisée. En tout cas, les erreurs, elles sont définies plutôt comme des déviations qui sont pas intentionnelles
Et c'est des déviations par rapport à quelque chose qui était attendu, comme une norme qui est plus large, une règle, un standard, une procédure, etc. Du coup, c'est par rapport, par exemple, à l'échec. Et l'erreur, en fait, ne doit pas forcément mener à un échec. Encore une fois, c'est pas parce qu'on sort de la route, par exemple, qu'on se prend un arbre. On peut sortir de la route et puis très bien reprendre la route. Ou sinon, on peut, en effet, se casser la gueule, prendre un mur, peu importe, en fait. Et l'idée, en effet, c'est que les erreurs puissent être corrigées avant que les conséquences négatives soient évidentes ou désastreuses. Donc, c'est là la difficulté aussi de gérer d'abord les erreurs, c'est que souvent, elles sont latentes, je ne sais pas si c'est un mot en français, mais elles sont toujours là. Du coup, par exemple, est-ce que l'accident de Suez, c'était un accident waiting to happen? Du coup, c'était juste, il fallait mettre tout aligné pour que ça se passe. Est-ce qu'en effet, cet accident n'avait pas été prévu? En fait, il n'y avait pas de standard, de protocole. En fait, je ne connais pas, je n'ai pas été à fond dans la question. Mais souvent, en fait, ce qui a été, par exemple, fait dans l'aviation, et c'était cité comme un des systèmes qui sont des plus redondants, c'est en effet que par chaque nouveau accident, en effet, beaucoup de choses ont été découvertes et des innovations ont été menées. L'idée est que les personnes qui sont face aux erreurs ou face à des nouvelles situations puissent de toute façon y réagir. Et souvent, en fait, c'est par la collaboration entre les personnes et pas dans l'attente des super-héros. Ça, c'est aussi une autre on va dire, héritage qu'on a souvent. On a l'impression qu'il faut trouver, tu vois, les gens brillants et les personnes qui vont avoir la vision. Mais en effet, ça a été étudié dans plusieurs contextes d'innovation et d'urgence, que en fait c'est vraiment le travail d'équipe qui peut faire la différence plutôt que voilà, les pilotes sans les copilotes et son équipe et les crews, ils ne pourraient pas faire le boulot qu'il a fait. Et ça a été bien sûr le crew resource management, ça a été développé dans l'aviation car un pilote seul peut facilement se casser la tête. Casser la tête, prendre un mur. Voilà. D'accord. Des questions, des remarques? J'ai envie de poser une question. Enfin, ça me brûle de... Ah, il y a une question. Normalement, Aveline a levé sa main. Je ne sais pas si c'est... Yes. Can I ask it in English? Is that a problem? Go ahead. Yes. In a lot of research domains, we talk not about errors, but it's somewhat related. In operations management, we talk a lot about risk management. And I'm wondering how far you see the line with error management in this. Because, well, for me, a risk is also taking the wrong decision in a certain context because the context changed or you did not understand the context well enough. So you take a kind of risk approach because you think you can make some errors. How do you see that, and how do you link that to risk management systems that companies set up, and how can they help with this error management, or how do you see the link? That's a little bit my question. Voilà. Okay. Donc, la relation entre risk management et error management. Oui, vas-y, allez-y, Eric. Should I answer in English or in French is okay? Evelyne? French is okay, yeah. Okay. Tu peux parler oui. Français, c'est okay. bien. OK. Dans la gestion du risque, il y a un très bon exemple qui est dans les dérivatifs financiers. Donc, aujourd'hui, ça fait une trentaine d'années. Les dérivatifs existent depuis toujours, mais ça a pris une importance accrue depuis une trentaine d'années. Donc, derrière les dérivatifs, l'essentiel des dérivatifs
des produits dérivés sont créés sur la base de corrélation. C'est-à-dire qu'un type dans un hedge fund remarque que le prix de l'or est inversement corrélé à 1/3 du prix du pétrole et 2/3 du PNB du Rwanda. Bon. Et il fait des séries historiques là-dessus et ça marche. Et à partir de ça, il crée un algorithme et ça fonctionne. Bon. Et le hedge fund prend des risques à partir de ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est chaque fois qu'il y a une catastrophe financière, et il y en a eu beaucoup, et il y en a de plus en plus, il y a les mini-crashs, etc. On se rend compte que ce qui s'est passé, c'est que les corrélations marchent à l'intérieur de certains paramètres et pas au-delà. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un univers où, je sais pas, le marché est haussier et qu'il n'y a pas d'émeute au Rwanda, ça fonctionne. Du jour où un de ces paramètres change, les corrélations sautent et à partir de ce moment-là, les produits dérivés sautent, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le niveau de risque implicite était complètement mal compris parce qu'en fait, il était à l'intérieur d'une enveloppe. Et c'est là où ça boucle sur cette notion d'erreur. C'est comme on ne fait pas assez de tests et comme on ne va pas essayer de voir quelles sont les enveloppes des systèmes, on arrive en catastrophic failure et ça fait un krach boursier. Et donc, la notion du risque, elle est fondamentale. On a besoin de risque. Le risque, c'est la vie. Le capitalisme s'est créé autour du risque avec les premières assurances de cargo grec il y a 2200 ans. La gestion du risque par les assurances, par plus tard les banques, etc., c'est au cœur de ce qu'on fait. Le seul problème, c'est que comme justement, aujourd'hui, on n'a plus cette compréhension entre la nature des erreurs, la capacité à faire remonter des erreurs et le risque, on se retrouve dans des situations extrêmement périlleuses. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a la parabole des talents. En résumé, la parabole des talents, c'est quoi? C'est le père qui part et qui confie son exploitation ou sa ferme à ses 3 fils avec de l'argent. Il leur donne des talents. Et le premier fait des investissements et ça se passe bien. Il est félicité par le père. Le deuxième, il va à la ville, dans les cafés, il boit tout. Il se fait engueuler, mais pas tellement en fait. Je dis, c'est pas comme ça que tu aurais dû utiliser ton argent. Et le troisième enterre les talents dans la terre et n'en fait rien. Et lui se fait vraiment pourrir par son père. En fait, c'est ça le sujet de ça. Si on pousse pas l'enveloppe, si on n'accepte pas des erreurs, on ne progresse pas. Une réaction? Je pense que c'était Sandra qui... je vais donner une réponse assez brève à la question d'Evelyne. C'était en effet ces 2 systèmes bien sûr, qui doivent interagir. L'erreur management n'existe pas sans le risk management, surtout à un certain niveau de complexité. Il faut bien sûr intégrer les deux, mais l'idée c'est qu'en effet, l'erreur s'entame au moment où les risques est tout simplement mal calculé. Du coup, ça peut échouer tout simplement parce qu'on a pris un risque bien connu et cela ne doit pas forcément prendre une dimension d'erreur. Mais si on s'embarque dans un risque qui est plus grand de celui qu'on avait fixé, là, il peut y avoir une erreur si ça mène dans un mur. Donc, voilà, c'est la réponse briève. Alors, on arrive petit à petit à la fin de ce Management Café, mais il y a peut-être encore des questions, sinon j'en ai encore une à vous soumettre. Pas de questions une fois, pas de questions 2 fois. J'ai encore une question. Oui, désolée, c'est le système qui m'a sorti. Si par exemple vous allez, et c'est une question pour Irène et Eric, si par exemple vous devrez aujourd'hui expliquer à un enfant qui ne sait pas encore qu'est-ce que c'est le mot erreur, et vous allez un peu prime and anchor, comment vous auriez défini ou décrit le mot erreur ou un autre mot? Ce
ce que j'ai fait avec mon fils, donc d'expérience, quand il revenait avec son bulletin, enfin bon, c'est un bon élève, c'était un bon élève, quand il revenait avec un bulletin et qu'il m'expliquait, papa, c'est super, je suis 4e ou 5e dans la classe. Et je lui dis, je suis pas très content. Il dit, pourquoi, c'est bien? Il dit, non, c'est pas bien. Il y a 0 information dans le fait d'être 4e. Il n'y a pas d'information. Et donc, j'ai passé mon temps à lui expliquer, dans sa jeunesse, que ce qui comptait, c'était la notion d'information. Et donc, d'aller chercher de l'info. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se mesurer la concurrence, la compétition, c'est utile pour ça, parce que ça crée de l'information. Et puis, il dit, si tu essayes un truc et que ça rate, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que tu recommences la même chose de la même façon. Et on connaît tous le truc d'Einstein. Tu arrives au même résultat. Oui, là, ça devient stupide. Mais la notion d'erreur, c'est fondamentalement de la création d'informations qui est digérable par notre cerveau. Voilà ce que j'ai fait. Et ça a marché? Il va bien, cet enfant? Oui, il se débrouille très bien. Non, il se débrouille très bien. Non, il est très successful, ça se passe bien. Ouais. Irène? Irène, oui, Irène, un autre mot pour erreur? De mon côté, j'ai pas d'enfant, du coup, je vais improviser. Je ne vais pas par l'expérience. Mais je pense que tout d'abord, peut-être qu'il n'y a pas les mots erreur, je pense que ça dépend de quelque chose de technique. À la limite, qu'ils vont voir d'abord l'erreur sur l'écran de l'ordinateur plutôt que les dire leur-même, tu vois, parce que souvent c'est quelque chose qui est un peu technique. Du coup, je pense que directement les enfants apprennent que il y a des choses qu'il faut pas faire. Du coup, c'est plutôt dans le côté suivre la règle et suivre ce qui est souhaité et ou pas la suivre. Et je pense que c'est la balance pour l'envoyer vers découvrir l'erreur, c'est de lui donner l'esprit critique en fait, de faire des erreurs pour comprendre cette balance-là en fait. Du coup, je pense que faire une erreur, ça peut être utile pour lui, même pas suivre des choses que je lui dis par exemple, pourrait être utile pour lui, mais que je vais pas lui dire directement comme ça par exemple. Mais que l'importance de l'erreur, en fait, c'est de développer en tant que personne. Finalement, c'est pas parce qu'il faut bâton carotte, quoi, par la suite. Ouais. Ok, merci. Mais c'est de l'information, en effet. Mais est-ce que, Eric, vous avez dit comme ça à votre fils, l'erreur, c'est de l'information? Comment c'était la formule exacte? Non, mais je lui parlais comme ça, oui, même depuis tout petit. C'est vraiment que c'est une machine. Enfin, je toujours dit, il n'y a pas de petits mots, il n'y a pas de grands mots. Les enfants, ils comprennent tout ce qu'on leur dit à partir du moment où on le dit et à partir du moment où on explique. Et donc, d'expliquer que le processus d'erreur, le fait de tomber, il y a pas de, c'est neutre. Ce qui est pas bien, c'est de tomber 4 fois pour 4 fois la même raison. Et donc, d'essayer de rendre les gens curieux, parce qu'en fait, l'innovation, c'est de la curiosité, et c'est drivé par le fait d'aller chercher de l'information et de garder ça. Quand on parle de garder son âme d'enfant, en général, ça veut dire être curieux et aller chercher de l'info. Oui, jouer, finalement. Oui, et jouer, c'est j'essaye un truc, ça marche pas. C'est pas des erreurs. Oui, avoir un terrain d'essai aussi. C'est pas mal de se dire que comme message en fin de Management Café, qu'il faut continuer de jouer. Ça m'amuse beaucoup de jouer. Donc, comme je suis plutôt sensible à la question, je vous remercie, Eric et Irène, tous les deux, pour votre contribution. Je
Je remercie toutes celles et ceux qui sont passés à un moment ou à un autre en ligne pendant le café. Je remercie une dernière fois la Fondation Bernheim, l'ULB, le CEBRIG. On a pris l'habitude d'avoir un moment de flottement à la fin des éditions en ligne. Donc maintenant que j'ai remercié tout le monde, je peux annoncer le prochain Management Café qui aura lieu d'ici les congés d'été. On va essayer de se tenir à une édition par saison. Et donc, comptez sur nous pour une édition encore ce mois-ci, cette année universitaire-ci. Restez en contact avec nous en utilisant les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Eventbrite et même Facebook. J'espère avoir l'occasion de vous recroiser en ligne peut-être, et puis encore, je l'espère encore davantage en vrai. Encore une fois, merci beaucoup pour cette édition du café. Merci beaucoup pour votre participation, Eric, Irène. Merci. Ceux qui sont juste pour les personnes qui n'étaient pas là pour les vrais événements, en fait, il y avait un verre dans le précédent. Quand on sera de retour en vrai, on recommencera à offrir un verre à tout le monde. Voilà, mais ça sera dans le monde d'après. Chers amis, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt pour la prochaine édition du Management Café. Merci. Merci, au revoir. Beaucoup, Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.